Hello Flora. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Qu'est-ce que ça fait de gagner un concours sur Insta ? Eh ben écoute, c'est très bizarre. Déjà, je m'y attendais pas du tout. Pour tout te dire, je l'ai fait un peu... c'était un petit challenge. Je me suis dit, bon, je vais tenter. Bon, j'ai pas trop de chance normalement au niveau des concours. Je vais tenter. Et puis j'aimais bien le fait que tu ouvres un peu le micro à des inconnus par rapport à leur parcours. Et quand j'ai reçu ton message, je me suis dit, ok, c'est trop cool déjà. Parce que, bon, forcément, j'écoute ton podcast. Et je me suis dit, bah, c'est bien, je vais pouvoir parler de mon parcours, des hauts, des bas. Et carrément. Peut-être que ça va donner un peu d'idées ou peut-être aussi donner l'envie de ressortir des idées qu'on n'a pas envie de sortir. Donc, j'étais très contente. C'est trop bien. Juste pour la petite histoire que les filles qui écoutent comprennent. En fait, j'avais fait un concours sur Insta là, il y a quelques temps. On avait fait un concours par jour. Et en gros, celui-là, c'était viens raconter ton histoire à mon micro. C'est celui qui avait le plus fonctionné d'ailleurs de concours. Et du coup, c'est Flora qui a été tirée au sort et qui est là devant nous et qui va tout nous raconter. En plus, Flora, pour le coup, elle a vraiment un parcours de dingue. Ça a l'air vraiment assez hallucinant tout ce que tu as vécu ces dernières années. Donc, j'ai hâte de tout comprendre. Est-ce que tu peux te présenter du coup, Flora, en une phrase ? Alors, en une phrase, écoute, donc je m'appelle Flora, j'ai 38 ans. Je ne sais pas si c'est important de parler de l'âge. Donc, j'ai arrêtons de parler de l'âge. Ouais, j'ai 3 enfants. Et donc, je suis entrepreneuse depuis que j'ai 22 ans. Voilà, j'ai ouvert mon premier numéro auto-entrepreneur, j'avais 22 ans. Et depuis, bah, je fais pratiquement que ça. À un moment, il y a eu un petit moment dans le parcours où j'ai un peu arrêté. Mais sinon, ouais, je fais vraiment que ça depuis 22 ans. Depuis que j'ai 22 ans. Et tu faisais quoi ? T'as fait quoi ? C'est quoi ton parcours scolaire ? Alors écoute, j'étais au collège, élémentaire, collège normal. Et puis arrivé au collège, je m'ennuyais très vite. Bon, pour moi, le collège, c'était un peu, on y va, on s'amuse, on est avec ses potes. Et forcément, à un moment, il y a le retour du bâton. Donc arrivé en 4e, on me dit que il va falloir redoubler parce que ça va pas. Donc, je décide de redoubler. Après, pour t'expliquer un peu, moi, je suis un peu... j'ai toujours su ce que je voulais faire. C'est un peu le cliché, mais moi, petite, je dessinais déjà. Donc, et je dessinais déjà des vêtements. Donc, c'était vraiment... clair. Je dessinais des vêtements. Donc, à 7 ans, je dessinais déjà. Donc, je savais que j'avais envie de me diriger vers une voie artistique. Mais à l'époque, c'était pas forcément, il y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, donc les écoles d'art, tout ça, il y avait pas énormément de pubs autour de ça. Arrivé au collège, quand on me dit que je dois redoubler la 4e, je la redouble. J'arrive en 3e, on me dit c'est simple, ou tu vas aller vers du professionnel, ou est-ce que tu sais ce que tu veux faire ? J'ai cherché un peu des écoles et il y avait pas énormément d'écoles qui m'intéressaient, sauf une. C'est la seule où j'ai passé le concours d'entrée que j'ai eu. T'as eu de la chance ? Enfin, est-ce qu'on peut parler de chance ? J'ai eu de la chance, mais en même temps, c'était assez restreint. Enfin, on était beaucoup à vouloir rentrer, des jeunes très, très doués. Et j'ai eu le concours, j'ai commencé donc, le lycée là-bas. Et c'est là, tout a commencé. Moi, c'était vraiment un renouveau pour moi. Je sortais déjà de mon petit cocon, banlieue. J'arrive sur Paris, études sur Paris, très différent de ce que je connaissais avant. Voilà, et t'as réussi à trouver ta place directe ou ça a été compliqué ? Je crois que j'ai jamais joué de rôle, tu vois. J'ai toujours été comme j'étais. Donc, même si j'étais la petite banlieusarde qui arrive sur Paris, j'ai jamais joué le rôle de j'ai envie de devenir une Parisienne ou faire un peu comme tout le monde. Non, je suis restée moi-même. On a eu la chance d'être dans une école où on pouvait faire ce qu'on voulait. Et j'avais une petite classe. On n'était pas beaucoup. Donc, ça a vite créé un petit cocon familial. Et je touchais à tout. Pendant 3 ans, c'était peinture, sculpture, photo. C'était trop bien. T'as dû t'éclater. Je me suis éclatée. C'était vraiment les plus belles années, en tout cas de ma scolarité, parce que c'était fluide. J'étais là où j'étais. Mais en fait, c'est ça. Et puis, comme tu avais déjà ce talent inné, tu exerçais tous les jours ta passion, ton talent. Enfin, c'est juste parfait. Exactement. En fait. Et c'était un peu compliqué de faire comprendre ce choix à certains de mes proches. Ou voilà. Et puis, j'ai pris le choix de quitter mes amis parce que forcément, tu as tes amis avec qui tu as suivi ta scolarité depuis l'élémentaire.
là, je pars, je vais sur Paris, je connais personne. Mais j'ai jamais eu trop peur de ça. Je savais où j'allais, donc ça m'a pas fait peur. Et puis, j'ai fait mes 3 ans là-bas, c'était trop bien. Tu découvres plein de choses, la vie parisienne, enfin voilà, tout ce qui va avec. Et c'était trop bien. Donc voilà. Et tu as eu des opportunités, tu t'es lancé direct dans le salariat après, si je dis pas de bêtises. Non. Ah, t'as pas eu un moment où tu as bossé pour une marque en tant que styliste ? En fait, après le lycée, je me suis spécialisée dans une école de mode pure. Voilà, j'ai voulu vraiment faire que ça. C'était pas la meilleure école de Paris, mais c'était une école qui proposait de travailler sur ordinateur, ce qui est très important quand tu commences à faire du vêtement, et qui proposait de l'alternance. Et ça, c'était bien. Donc, c'est là où tu as bossé pour une boîte, c'était en alternance. Voilà, là, j'ai commencé et j'ai commencé dans 2 grosses boîtes, Jennifer et Célio, de la grande distrib. Incroyable. Donc, ça te met tout de suite dans le bain. Ah bah ouais, c'est clair. T'as pas le choix, tu bosses. J'arrive, grand bureau de style avec plein de femmes. Et il faut y aller, j'étais jeune, mais j'avais envie d'apprendre. Donc, j'avais pas peur. Et je pense que très vite, on a vu que j'avais pas peur, que je m'imposais pas pour autant, beaucoup, mais je montrais que t'as besoin de moi. Je suis là, je suis pas là pour faire des photocopies. Ouais, bien sûr. J'avais envie de... Voilà, tu vois. Tu voulais te faire remarquer quand même pour ton travail. Voilà. Bah oui. C'était mon travail. Et dans ce genre de boîte, t'as quand même la possibilité de laisser libre cours à ta créativité, ou c'est quand même assez drivé ? C'est drivé parce que tu as des collections à sortir avec des thèmes forcément. Mais très vite, on m'a donné, dans les 2, d'ailleurs, Jennifer et Célio, on m'a donné la partie underwear. Donc, c'était pour les ados, petites filles, plutôt tout ce qui est brassière, culotte, pyjama. Et chez les hommes, quand je suis passée chez Célio, pareil, c'était pyjama, caleçon, etc. Donc, j'ai commencé à faire des prints, tout ça pour ces marques-là. Et ce qui était drôle, c'est que à l'époque, j'avais 20 ans, et 20-21, et quand j'allais en magasin, j'avais des produits que j'avais faits. Trop marrant. Ouais. Et ça, c'était vraiment trop cool. Et tu les as achetés juste pour les conserver pour le futur ? À l'époque, Jennifer, forcément, c'était pas trop ma taille parce que c'était plutôt ado, mais je me rappelle à l'époque où j'avais un copain à cette époque-là. Je lui avais acheté tous les boxers que j'avais fait chez Célio et on les avait tous gardés. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que t'es jeune et tu te dis, ouais, j'ai mes trucs en magasin, c'est trop bien. Et tu savais à cette époque-là que tu créerais ta propre marque un jour ? Ouais, je le savais. Ah ouais, tu l'as su à quel âge, ça ? Je l'ai su très tôt. Je pense que je le savais déjà au collège. Je savais déjà que j'allais faire quelque chose là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est trop marrant parce que c'est vraiment le cliché des films. Mais je me revois encore dessiner parce qu'on me mettait souvent au premier rang parce que forcément, je faisais du bavardage derrière. Et je me vois encore dessiner, tu vois, et les profs qui me disaient, mais est-ce que vous pensez vraiment que vous allez gagner votre vie comme ça ? Mais c'est pas des blagues. C'est pas vraiment méchant. Ouais, c'est pas des blagues. Et non, ouais, je le savais déjà, ouais. Et ça s'est concrétisé vraiment quand j'ai fait mon école de mode où là, je me suis dit, OK, je vais faire quelque chose là-dedans. Et tu as créé du coup ta marque quand tu étais encore à l'école ? C'était la fin. Je présentais mon diplôme. Donc, c'était au bout de 3 ans, il me semble. Je présentais mon diplôme. J'avais rencontré une des personnes qui me jugeait pendant mon diplôme. C'était un de mes maîtres de stage à l'époque où j'étais en alternance. Je l'ai retrouvé au moment où... Ah ouais ? Trop bizarre. Trop bizarre, ouais. Et il m'a regardé comme ça, du genre, dis pas qu'on se connaît. Ah ouais. Ah bah oui, ouais. C'est vrai. Et après ça, j'ai présenté ma collection de fin d'année et j'ai lancé... mon numéro, je me suis inscrite en tant qu'auto-entrepreneur et j'ai commencé à gratter un peu des dessins, des vêtements. J'ai pris mon temps. Il s'est passé plein de petites choses entre-temps. Et c'est long parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes. J'avais la chance, après avoir fini mon diplôme, de graviter dans un milieu plutôt streetwear parisien. Donc j'ai fait pas mal de petites collections à l'époque pour la marque de section d'assaut Watibé, Comate, toutes les marques qui étaient quand même très présentes sur Paris. Ça gravitait beaucoup dans ce milieu-là. Donc j'ai eu les bonnes connexions et j'ai rencontré un agent de prod qui était bien placée sur Paris et elle m'a un peu pris sous son aile pour m'expliquer comment ça fonctionnait les usines, ce qu'il fallait faire, voilà. Et là, je me suis dit, OK, donc de toute façon, je sais ce que je vais faire, il faut que je fasse de l'argent pour pouvoir payer mes prods. Bah, carrément. Mais donc, au début, tu t'es lancée en tant que freelist pour d'autres... Oui, freelist, je me servais... Styliste en freelance, voilà. Freelist. Voilà. Je me servais de mon numéro auto-entrepreneur pour facturer pour plein de petites marques. Bon, après, je t'ai parlé des détails où je me suis fait, par certaines marques,
pas payé. Mais on veut pas que tu épargnes les détails, on veut tous les détails. Ouais, j'ai eu plein de périodes comme ça où t'es jeune, où t'as envie de faire plein de choses et en fait tu grattes, tu fais plein de choses et puis en fait t'es pas payé en avance, puis on te fait galérer, mais en attendant tout le monde a ton travail et t'es pas payé, j'en ai eu plein. Et qui t'ont jamais payé ? Non, jamais. Il y en a qui m'ont jamais payé. Mais c'est abusé. Et tu vois, c'est pour ça que maintenant, le monde du freelancing a vraiment changé. Moi, j'ai plein de fournisseurs qui me demandent de payer avant. Ouais. Tu vois, de livrer. C'est vrai que moi, maintenant, c'est ce que je fais. Bah ouais. Parce que, bon, tu vois, c'est... Bon, déjà, on doit manger. Hein, oui. Et c'est un travail. Et puis, c'est vrai qu'on prend le risque de donner tellement d'énergie là-dedans. Et en fait, pour rien derrière, c'est hyper frustrant. Et j'étais jeune, en plus, à l'époque. Donc, c'est compliqué tu vois, d'aller toquer aux portes, s'énerver. Je savais pas trop comment me placer. Donc ça, c'était un peu compliqué. Donc j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il va falloir que je trouve une autre solution pour gagner de l'argent. Donc à l'époque, elle m'a expliqué ce qu'il fallait que je sorte comme argent pour faire ma prod. Et j'ai une copine qui travaillait chez Vente Privée à l'époque. Et elle m'a dit, il cherche des stylistes photos en CDD. Je dis CDD, moi tu me parles. J'arrive. T'étais allergique au CDI ? J'ai jamais fait de CDI de ma vie. Sauf dans ma boîte. Dans la boîte que j'ai créée après. Mais non, t'as embauché des gens ? Voilà. Non, je peux pas. Je crois que déjà en étant en alternance, ça m'a donné le goût du... On est là, mais il y a une deadline. Tu vois, ouais, bien sûr. Je fais un petit peu, mais... Et non, je crois que j'ai un peu été... alors, pas dégoûtée, mais à force de voir des choses, tu donnes, mais tu reçois pas forcément. Et puis, quand je fais vraiment à fond. Donc, je me dis toujours, en fait, tu peux être remplacé très vite. Puis, j'avais pas envie. J'avais besoin d'avoir cette deadline. Je commence, mais je sais quand ça se finit. Je peux partir, je peux faire d'autres choses. Je suis libre. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je faisais mal mon travail, mais j'avais besoin d'avoir... j'avais besoin d'avoir une deadline, de me dire, OK, là, ça va se finir. Voilà. Et quand je suis arrivée chez Vente Privée, pareil, c'était super cool parce que tu fais du stylisme photo, donc tu habilles les mannequins, tu es sur des plateaux, c'est hyper sympa. Et puis tu crées une petite famille parce qu'on est tous dans les studios, il se passe, voilà, ça gravite, c'est sympa. On était plutôt jeunes et un peu foufou à l'époque. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, à jongler, CDD, m'arrêter. Et dès que je m'arrêtais, j'en profitais pour nourrir la future marque. Et puis après, ça a commencé à bien prendre. Donc tu faisais ça et en parallèle, tu avais lancé ton projet, ta marque. Ouais. Ok. Et j'étais encore chez ma mère, donc ça a aidé beaucoup. Ok. Et comment t'essayais de faire connaître ta marque pendant ce temps-là ? Déjà à l'époque, avant que le gros produit sorte, où j'ai eu vraiment la marque a bondi, j'avais cette envie de pas faire comme les autres marques de streetwear à l'époque, c'est-à-dire que je voulais vraiment que mes shootings soient très très mode, mais vraiment très très mode parce que je voulais attirer les magazines. J'avais vraiment envie d'attirer les magazines, genre tous les petits magazines qu'il y avait à l'époque qui étaient vachement... qui étaient plus en vogue que maintenant. Le magazine papier, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et très vite, en fait, comme il n'y avait pas énormément de marques, je recevais des mails. On peut faire un article, on peut faire ça sur le web, sur papier. Donc, ça a commencé à prendre tout doucement. J'avais un petit shop, mais c'est des petits trucs un peu comme Etsy maintenant. Oui, mais, ok. À l'époque, c'était un petit truc. Il n'y avait pas Shopify, tout ça à l'époque. En fait, il devait y avoir, mais moi, j'étais dans mon truc. Ouais. Et les réseaux, pareil, Instagram, c'était... pas grand-chose. Auto-entrepreneur, personne n'en parlait. C'était pas comme maintenant. Donc moi, les gens autour de moi me voyaient un peu auto-entrepreneur, tu te lances comme ça, c'est un peu bizarre. Et les magazines, ça commençait tout doucement. Je voyais que les commandes partaient, voilà. Et donc en parallèle, ma vie personnelle aussi avance. Je rencontre mon mari, qui est devenu mon mari après. Et quand il arrive dans ma vie, je commence à faire de plus en plus de commandes. Donc, lui travaille, mais commence un peu à m'aider quand même parce que je fais des petites commandes, etc. Un jour, on est chez moi et j'ai une envie de sortir un produit en rapport avec Bonnie and Clyde. Je sais pas, j'avais envie de faire un truc, voilà. Je commence à gratter un truc, je lui montre, il me fait... super. Ah ouais. Bof. Ah non. Ah non, pas du tout. Génial. Okay, non, il m'a dit, moi... Ah merde. Je fais, ouais, pas terrible. Ouais. Et je fais, non, mais moi, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas, j'aime bien. Je lui dis, attends, tu sais quoi, je vais aller... parce que j'avais un petit atelier à l'époque.
l'atelier Amelot. Et il était où cet atelier ? Il était en plein Paris 11 ou 10, l'atelier Amelot, qui est toujours là d'ailleurs. C'est avec eux que j'ai démarré, avec qui j'ai commencé les grosses prods. Et je me suis dit, bon, je vais aller chez eux, je vais quand même le faire, le t-shirt, pour voir ce que ça donne. Et déjà, à l'époque, quand j'étais allée chez eux, la personne avec qui je bossais me disait, ah, mais c'est cool, j'aime bien. OK. Je me suis dit, je vais en faire quelques-uns, je vais faire un petit shooting quand même. Et je me suis dit, j'ai envie de le sortir, j'ai envie de faire un truc. Et j'ai commencé à le sortir au début. C'était très... voilà, et pas non plus trop d'impact, parce que forcément, il faut que ce soit vu, et voilà. Mais je vois que sur Instagram, il y a de plus en plus de likes, il y a des choses qui se passent. Je me dis, OK, je le décline en 2 couleurs. Franchement, je l'ai fait en noir et blanc. Donc, femme de voyou, à l'époque. Un jour où je fais les t-shirts à l'atelier, il m'appelle. Il me dit, il y a l'acheteuse du Citadium qui vient de passer et elle est tombée sur tes t-shirts. Ah, un pur hasard. Mais un pur hasard, en fait. Parce que je pense qu'il y avait une connexion entre eux et elle devait passer. Et elle m'a demandé qui était derrière et est-ce que je peux lui donner tes coordonnées ? Je dis, bien sûr. Évidemment. Bien sûr, tu lui donnes. Et une semaine après, j'étais dans le bureau... dans les bureaux de printemps et on signait les premiers contrats chez Citadium pour faire des prods chez eux. Avec ta marque, du coup, pas en marque blanche Non, avec ma marque Fleurette Pâquerette, qui avait des sous-marques, donc Femme de Voyou à l'époque. Et j'ai commencé avec eux comme ça. Et ça a duré 3 ans avec eux. Oui, quand même. Ouais. Et j'avais... À l'époque, Citadium commençait à ouvrir plein de magasins un peu partout en France. Et on a commencé à être que sur Paris. Après, ils m'ont dit, on aimerait bien que tu sois dans le sud. Puis après, j'ai été un peu partout. Et puis là, forcément, quand tu commences à être vu, revu, bon, il se passe de plus en plus de choses. Donc, on a tourné avec entre 20 à 30 distributeurs dans toute la France, un petit peu en Belgique et dans les dom-toms aussi, d'ailleurs. Et ça a commencé à prendre. Et c'est là que je me suis mis en société, auto-entrepreneur. Eh oui, tu as dépassé le stade. Non, je ne pouvais plus. Et c'est là que je me suis associée à mon mari parce que je me voyais pas. J'avais un comptable à l'époque qui m'a dit il faudrait peut-être que tu t'associes à quelqu'un. La meilleure personne, c'était lui, puisqu'il me suivait depuis le début. Mais pourquoi est-ce qu'on t'a recommandé ça Tu te débrouillais très bien seule ? Non, parce qu'à l'époque, il me semble que pour le statut, il m'avait dit que c'était mieux. Alors, on était en quoi ? SARL, je crois, à l'époque. Et c'était mieux. Je pourrais pas te dire pourquoi. En plus, moi, c'était... D'un point de vue comptable, ouais, et en plus, moi, c'était pas du tout mon truc. À chaque fois que je faisais mes rendez-vous avec lui, je m'ennuyais à mourir. Je supportais pas. Heureusement, d'ailleurs, que mon mari était là. Ah oui, parce lui, que gérait la partie fiscale, c'était compta... vraiment... Ouais, c'était son truc. Ah, c'est trop bien. Mais il a fait des études dans ce milieu-là Non, il était plutôt dans le commerce, mais il a toujours été chiffre. Trop bien. Donc, c'est vrai que ça me va. Ah ouais, ça me va. Moi, pas du tout. Moi non plus. Je comprends. Ouais, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, je comprends. T'es une créative. Donc, oui, voilà. On peut pas tout faire. Non, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est souvent, malheureusement, les créatifs sont souvent un peu allergiques à l'admin. Ouais, mais vraiment, c'est bizarre. Ouais. On n'a pas l'espace mental. Non, on peut pas. Non. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. On peut pas être partout. Mais et donc oui, donc je me suis mis en société à l'époque. Voilà. Gros changement. Et c'est d'un coup, t'as commencé à faire des commandes, du chiffre, ça a été vraiment un switch. Ouais, ça a été très vite. Je me rappelle, c'était avril 2013, il me semble. D'accord. 2013 ou 2014. Wow. J'ai vraiment du mal à me rappeler. Et c'est une année où on a fait un bon CA. C'était vraiment moi, je me rendais pas compte. J'étais jeune, c'était très vite. Et surtout dans le milieu du vêtement, tu vois, on te voit pas trop venir. On n'était pas beaucoup sur Paris. Et ça a été vite. Et puis, en parallèle, j'avais quand même encore mon CDD. Ouais. Donc, en fait, avant d'ouvrir la société, je me suis dit, il faut quand même que j'arrête. Eux, tous les ans, ils me proposaient des CDI. J'arrivais à gratter le CDD, à traîner. Et puis là, en fait, quand ça commençait à péter, je ramenais ma valise de t-shirts remplie pour faire mes commandes pendant ma pause déjeuner. Ah ouais, d'accord. Donc ça devenait compliqué. Et donc je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de vouloir tenir. Je pense qu'il y avait une petite peur. Ah ben bien sûr, parce que même si t'aimes pas le côté trop sécure avec le CDI, etc., t'avais quand même ta petite sécurité avec le CDD. Et là, c'était OK. Maintenant, je fais le vrai saut, quoi. Voilà. C'est-à-dire, il va falloir que je me paye. Ouais.
Et alors, t'as réussi à te payer? Comment t'as géré cette partie-là? Heureusement qu'il y avait le comptable, même si je l'ai pas beaucoup écouté. Au début, je l'écoutais bien. Et puis après, t'es dans la fast life de il y a de l'argent, je vais me faire plaisir. Ah merde, tu t'es laissé happer par ça? T'étais jeune? Attends, t'avais quel âge là? J'étais à mes 24, 25. Hyper jeune. Ouais. Hyper jeune. Donc ça allait vite. Et puis Flora, fais attention. Si tu te sors un salaire, attention, il faut que tu sortes le double. N'oublie pas tout ce qu'il y a derrière. C'est toi qui vas aller à l'URSSAF, c'est toi qui vas donner tes chèques, c'est toi qui payes. Oui. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas payer. Là. Oui. Ouais. Mais c'est pour ça que maintenant, quand je vois sur les réseaux, fais 10K par mois, mais 10K. Mais est-ce que vous savez ce que c'est de sortir 10K de salaire par mois? Ce que c'est en France, c'est impossible. Ou en tout cas, ta boîte doit être très, très lourde. Si tu fais 10K en auto-entrepreneur, c'est parfait. Ouais. Si tu te payes 10K, c'est pas la même. Voilà, en fait, c'est ça. En tant qu'entreprise. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut voir 10K, mais 10K de salaire ou 10K de CA? Tu vois, c'est un peu le truc un peu mytho sur les réseaux. Bien sûr. Fais 10K, mais 10K de quoi? Tu vois? Et moi, perso, me payer 10 000 euros en France, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Franchement, on avec est tout d'accord. Ce qu'on donne, je n'en veux pas. On est d'accord. Je n'en veux pas. Je vois à l'époque, j'étais sur des salaires pas non plus de fou, mais tout ce que tu donnes après... c'est énorme. Quand c'est toi qui fais, c'est énorme. C'est pas pareil. Ah ouais, c'est un autre game. C'est pas pareil. Ouais. Donc j'ai fait, et puis au début ça allait, et puis en fait t'as beaucoup de demandes. T'as la demande quand même de Citadium, qui est un de tes plus gros clients, qui te demande de décliner des choses, de faire des produits spéciaux pour certaines OP, etc. Moi je fais. J'ai senti à un moment que je commençais à être drivée par ma marque. C'était ma marque qui me drivait. Moi, je la drivais plus. Je sentais que j'étais... T'étais plus dans le plaisir. Ouais. Il se passait un truc et je le disais à mon mari. Et je lui disais, je suis un peu fatiguée. Puis voilà, toutes les demandes, décline pour Noël, fais ça, fais ci. Ouais, ok, oui. Ça venait de toucher ta valeur de liberté, exactement, en fait. Exactement. Ouais. Je me disais, mais c'est bizarre, c'est ma marque, mais j'ai l'impression qu'on me prend quelque chose. Et puis après, il s'est passé le petit couac avec la marque. Alors, c'était quoi? C'est quoi cette histoire? En fait, j'ai eu, comme d'habitude, moi, de toute façon, je pense que j'avais besoin de me brûler pour comprendre un peu. Et j'avais une très bonne avocate, parce qu'on avait quand même un avocat, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de copies de femmes de voyous, énormément. Je crois qu'on faisait des mises en demeure pratiquement toutes les 2 semaines. Ah, c'est dingue. Non, mais vraiment, c'était insupportable. Donc, on avait une très bonne avocate à l'époque, qui m'a d'ailleurs un peu sauvé la vie sur ce sujet. J'ai voulu faire un clin d'œil un clin d'œil. J'ai voulu faire un produit où je réutilisais le mot Cartier. Mais Cartier, de la marque Cartier. Et merde. Mais tu savais pas que t'avais pas le droit? Non, je pense que je savais. Mais j'avais... je sais pas, j'étais dans le truc, allez, c'est drôle, on y va. Et donc, sur le t-shirt, le mot Cartier était repris et j'avais vraiment refait la même typo. C'était vraiment... Et tu t'es dit, sur un malentendu, ils adorent et ils vont vouloir une collab. Je me suis dit, c'est un peu drôle. Ouais, limite, tu vois, je me suis dit, c'est un peu drôle. Moi, je le propose à Citadium, ils adorent. Ils me font Ah non, ils adorent. Ils me font un corner en plein devant la porte. Ils connaissent pas leur... Ils sont dit, si elle fait, c'est qu'elle peut. De toute façon, eux, c'était mes clients. Moi, je sors un truc et gros corner. C'est-à-dire que quand t'arrivais au Citadium, tu voyais le... Et c'était quoi? Il y avait écrit quoi sur le t-shirt? Au quartier, le quartier. Voilà. Qui marche trop bien. Merde. Direct. Enfin, tant mieux, mais... Direct, ça marche. Le Citadium, il dit, ouais, on va sûrement reprendre. Sauf qu'un jour, on reçoit un mail et on nous dit... en gros, dans le mail, on nous explique que un des stagiaires de quartier est passé au Citadium et a vu le corner. Et la balance. Et a donc fait remonter les infos là-haut. Et c'est là qu'a commencé les emmerdes. Oh, et c'est quoi? Ça se passe comment? Ça se passe que tu te fais pister. J'ai jamais été autant pistée. C'est-à-dire qu'ils regardaient tout ce que je faisais. Tout. Sur les réseaux, tout. D'accord. Ils voulaient savoir tout ce que j'avais vendu. Mais comment ils t'écrivaient pour te demander? Ouais, ils écrivaient. Au bout d'un moment, j'ai switché. J'ai dit à l'avocate de continuer à discuter avec eux parce qu'en fait, je n'arrivais plus à gérer. Et j'étais enceinte à l'époque. C'était ma première grossesse. Et j'arrivais plus à gérer. Je me sentais très bête parce que elle m'avait prévenue.
Mon avocate, elle m'avait dit, Flora, Ah, quand elle même. m'avait prévenu, mon avocate. Elle était vraiment Donc, très bien. Tu as le droit de faire ça, mais elle t'avait prévenu qu'il y aurait quand même des potentielles conséquences. Elle m'a dit, tu risques d'avoir... Moi, de toute façon, j'étais dans le... J'y vais et puis... Mais quel était le pire truc? Quelle était la pire conséquence que tu pouvais avoir? Qu'est-ce qu'elle t'avait dit concrètement? Une amende, déjà, et tout ce que j'ai vendu, leur redonner. Non. Ouais, je te Et jure. c'est ce qu'ils t'ont demandé? Ils m'ont demandé de faire un tableau avec tout ce qu'on avait vendu. Elle a tout géré avec eux. Et je t'épargne les détails ça a duré 3 mois. Toutes les semaines, j'avais des mails. C'était vraiment l'enfer. Et en fait, le fait que je sois enceinte, ça a pesé dans la balance parce qu'il y a eu un moment il y a eu un soir où j'étais tellement stressée que j'étais aux urgences parce que j'étais vraiment pas bien. Et je pense qu'elle a réussi à jouer sur ça et ils ont peut-être eu peur que ça se retourne. Donc ils nous ont tout simplement dit de tout arrêter, qu'il fallait plus le sortir, que tout le stock qui reste, on se démerde. On s'est démerdé. Mais voilà, donc c'était une bonne leçon de toute façon. Mais c'était compliqué. Et je crois que c'était un peu la goutte d'eau à ce moment-là. Et de toute façon, ça a commencé la descente à ce moment-là, puisque mon comptable, par la suite, me dit Flora, ça commence à être compliqué, les chiffres, là. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Et il m'a dit ça, mais sur 3-4 mois, ça a vraiment fait ça. J'ai dû arrêter de payer mon mari, qui était mon associé. J'ai dû arrêter de le payer. Moi, j'ai vu mon salaire qui commençait à descendre. Puis, au fur et à mesure, tu vois que c'est pas bon. C'est pas bon. Mon Dieu. Ouais. Horrible. Ouais. Comment t'as fait pour tenir la barre pendant cette période-là? Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que moi, je sentais que ça allait tomber. J'ai toujours dit à mon mari, au moment où ça a bien pété, je lui ai dit, faut que je profite parce que je sais que ça va tomber comme ça. Comme ça. Parce que c'est un milieu qui est compliqué, le vêtement. Bien sûr. On ne peut pas croire que comme ça... Ça change tellement vite. Ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite. Donc, il m'a dit, au bout d'un moment, il m'a dit, c'est simple, ou tu liquides, ou tu trouves un acheteur. Il me dit, mais va trouver un acheteur qui te reprend tes dettes, parce que j'avais des dettes à l'URSSAF, parce que je payais plus. Waouh. Tout ça, quoi. Qui va te reprendre? Donc, on a fait les démarches. Tu sais, t'as des catalogues où tu peux poser à la Chambre des commerces à l'époque, je crois, où tu peux présenter ta marque à des business angels, des holdings qui peuvent te racheter, etc. On a fait des rencontres et j'ai fait une rencontre où j'ai senti qu'il se passait un truc. Il était vraiment... il a été touché par l'histoire, je pense. Et il a repris la marque. Il a bien voulu reprendre la marque, ouais, et me garder en plus. Ah oui, d'accord. Ouais, et me garder dedans. Et là, c'est une nouvelle histoire qui commence. Forcément, tu lâches tout, tu donnes pour faire vivre ta marque qui n'est plus la tienne. Ça doit être tellement bizarre. Ouais, c'est compliqué. Surtout avec quelqu'un qui connaissait rien. Ah oui? Non, il était dans tout ce qui est IFI. Ouais. Mais il avait envie de toucher à tout. Ils sont marrants, ces investisseurs. Ouais. Et non, il était top. On a passé 1 an ensemble où j'ai appris beaucoup parce que lui, il avait de la bouteille. Il était vraiment... Donc, il m'a appris beaucoup surtout au niveau de l'argent, les erreurs que j'ai pu faire. On a beaucoup discuté de tout ça. Et puis, c'est une leçon pour moi aussi. Parce que là, il fallait que je réapprenne à travailler pour quelqu'un avec la marque que j'ai créée, mais qui ne m'appartient plus. C'était compliqué. Ouais, ça devait être bizarre. Et toi qui as un grand besoin d'indépendance, de liberté, etc., ça ne devait pas être simple, sauf si effectivement, il y avait une belle entente avec ce gars et que tu avais quand même une grande autonomie, mais quand bien même, quoi. Ouais. C'est plus ta marque. C'est plus ma marque, et puis c'est plus ma marque. Donc c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et t'as accouché quand? Enfin, c'est la période d'accouchement, elle était... c'est simple. À l'époque, on habitait à Boulogne. J'ai accouché là-bas. On est resté 1 an et demi. Au bout d'un moment, en fait, c'était beaucoup lié à la marque Boulogne. Et puis, j'avais envie de verre. Boulogne, c'est sympa, mais c'est sympa quand on était jeune, en couple, dans la fast life de Paris, tout ça. Mais quand ma fille est arrivée, déjà, on faisait tout avec elle.
J'avais pas de nounou, pas de crèche. On avait une petite crèche à Boulogne, mais une fois par semaine de temps en temps. Mais on faisait tout avec elle. Et quand je commençais à être sur la fin, je sentais qu'il y avait une fin, on s'est dit on va partir. Et donc elle avait 2 ans au moment où lui est arrivé, l'acheteur est arrivé et qu'on a déménagé. En fait, tout s'est fait un peu en même temps. Donc nouvelle ville, nouveau projet avec quelqu'un d'autre, voilà. Donc c'était, et puis vie de maman, vie de tout, quoi. C'est un truc de fou, n'empêche. Ouais, donc c'était un peu speed, mais et t'étais salarié du coup de il m'a gardé ton ancienne marque. Ouais, il m'a gardé salarié de la marque. Et vous collaboriez toujours avec Citadium ou c'était terminé ça? Non, Citadium, en fait, je pense que l'histoire de Cartier, ça a compliqué. On va pas se mentir. Le fait que je retire le corner, tu sais, en plus, eux, ils ont un calendrier des créateurs qui viennent, qui prennent le corner. Ouais. Du jour au lendemain, je leur dis j'enlève tout. Ils se retrouvent à un corner qu'il faut remplir. Forcément, ça complique la relation. Ça complique la relation, même si on n'a jamais été fâchés, ça complique. Après, c'est comme si ça m'enlevait une épine. Parce que je commence à être fatiguée de toute façon. Ouais, tu te sentais un peu trop bridée. Donc c'était la fin avec eux. Et puis de toute façon, dans tous les cas, comme Florette prenait une nouvelle tournure DA, parce qu'il voulait quand même faire autre chose, j'avais plus trop la place chez Citadium. Il voulait faire quelque chose de plus prêt-à-porter, moins streetwear. Ok. Donc c'était compliqué. Et comment vous avez réussi est-ce que vous avez réussi à continuer de vendre, etc., d'être distribué ailleurs? Oui, j'avais toujours mes petits distributeurs, les petites boutiques un peu dans toute la France que je gardais. Mais tu sais, je pense que quand tu fais plus avec le cœur, en fait, ça se ressent. Oui, mais tellement. Et moi, j'arrive pas à mentir. J'arrive pas. Et en fait, je faisais, et puis même mes relations avec les usines, ils sentaient. C'était trop bizarre. C'était bizarre. Bah, tu faisais plus du toi, quoi. Non, donc en fait, j'arrivais plus à mentir. De toute façon, c'est pas mon délire. Bah, donc il y a un moment où je lui ai dit qu'il fallait qu'on se voie et je lui ai expliqué, quoi. Je lui ai dit, là, je sens qu'il se passe un truc. En parallèle, on avait comme projet de se marier, puisqu'on n'était pas encore mariés avec mon mari. Et je sentais qu'il fallait que je fasse une pause, en fait. Ouais. Une pause. Et que tu t'orientes plus vers ta vie perso. Ouais. Il fallait que je fasse une pause. Je me suis toujours dit, tu sais, la petite flamme que j'avais à l'époque où j'étais au lycée et même après mon école de mode, je me suis toujours dit, de toute façon, en tous les cas, même si je fais une pause, elle va pas se cramer. Elle va pas se cramer, elle sera là, elle va juste devenir différente, mais voilà. Donc j'ai jamais eu trop de problèmes à me dire, je vais m'arrêter, le train il va passer. Non. Il va se passer des choses, tant mieux pour tout le monde. Mais moi, il faut que je stoppe un peu. Et donc voilà, donc on s'est mariés. J'ai eu 2e bébé. Et puis là, en fait, il se passe que tu te poses vraiment. Tu es vraiment maman. Je fais que ça. Ah bah ouais. Là, je fais que ça. Et comment tu vis alors financièrement? Alors déjà, j'avais un petit peu d'argent de côté. Ah, t'avais quand même réussi à mettre de l'argent de côté? J'avais un peu d'argent de côté. Et puis, c'est mon mari qui prend le relais. J'ai été bien financièrement pendant une période et on est très dans l'entraide. Il a pris le relais à ce moment-là. J'avais les enfants. Ma fille était rentrée à l'école maternelle, donc c'était pas un problème la journée. Mais mon fils, mon 2e, j'avais envie de me poser et de rester à la maison, ce qui est très bizarre parce que c'était pas du tout mon... Mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin. Ouais. J'avais besoin, donc j'ai fait ça pendant 8 mois, à rester avec lui. Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la vie commence à arriver et il me semble que le Covid arrive. Le Covid arrive à ce moment-là. Donc là, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a plus rien. Ouais. Tu vois, comme quoi? Il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Finalement, tout ça tombait au bon moment. Tu avais choisi ta pause au bon moment, sans le savoir. Exactement. Donc il y a le Covid, donc il ne se passe plus rien. Mais ce n'est pas plus mal non plus. Tu vois, ça te permet de réfléchir, de te poser, de prendre le temps. Moi, tu vois, je pense que durant toutes ces années avec Florette, j'ai investi beaucoup dans Florette. De toute façon, depuis le début, depuis l'école,
Moi, je partais pas en vacances. Mes potes, je les voyais faire plein de trucs, je faisais pas tout ça. L'été, je travaillais à l'hôpital de ma mère. Je travaillais chez Quick à l'époque du lycée. Donc, j'ai toujours investi dans Fleurette, mais j'ai aussi investi dans moi. Tu vois ? C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, les erreurs d'où ça venait. Je me suis toujours remise en question et j'avais pas peur de dire, là, j'ai merdé. Là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin de conseils. Là, je dois déléguer. Tu vois, j'ai jamais eu peur de ça. Et à ce moment-là du Covid, en fait, c'était la continuité de cet investissement en moi. Tu vois, je me suis dit, je vais continuer à comprendre où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Même si j'ai toujours aimé créer, il y a peut-être un moment où là, il faut peut-être se calmer pour réavoir des idées. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça, c'est faire de l'espace, faire une pause et comprendre ce vers quoi tu veux aller. Exactement. Je trouve que c'est bien. T'as eu. Je trouve que, en tout cas, de la manière dont tu le racontes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un moment de stress ou d'anxiété optimale vis-à-vis de tout ce que tu étais en train de vivre et que tu étais plutôt dans le flow, en mode OK, ça doit arriver, ça doit se faire et j'ai besoin de réfléchir. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le mot résilience, il doit être... Il est gravé en nous. Gravé. C'est vrai. Sinon, il y a des situations, tu ne peux pas les contrôler. En fait, tu vas te générer du stress qui n'est pas bon. Oui. Et dans tous les cas, ça va te faire perdre du temps. Tu vas perdre du temps à te stresser, à contrôler des choses que tu ne peux pas. Il y a des choses qui arrivent, c'est comme ça. Faut l'accepter. Et puis... Après, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'avec les réseaux, c'est compliqué pour, en tout cas, les jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, il n'y avait pas tout ça sur les réseaux. Donc maintenant, les entrepreneurs qui arrivent, les pauvres, ils se prennent des trucs dans la tête, mais le stress, ils n'ont même pas commencé leur activité. Le stress, il est déjà... Et ils ont une pression de malade. Il y a une grande pression. Oui, parce que sur les réseaux, tu vois, oui, je fais 1 million de CA en 3 jours. Oui, bien sûr. Ouais, tu vois. C'est un peu too much, quoi. C'est fou, tu vois, de faire croire que l'entrepreneuriat, déjà, c'est du chiffre, alors qu'en fait, à la base, c'est du cœur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Complètement d'accord. Si t'as pas la mission ancrée en toi. Exactement. En fait, tu vas faire une montée, comme on voit beaucoup, une montée en puissance. Ouais. Tu vas être là, et d'un coup, ça va faire le petit ballon qui se dégonfle. Exactement. Exactement. C'est ça, tu vois. Je me dis, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, maintenant, on parle de l'entrepreneuriat comme... déjà beaucoup d'argent, comme tu vas travailler 2 heures par jour, tu vas, là en ce moment c'est Bali, donc tu vas travailler à Bali, mais c'est fou de raconter ça, enfin, c'est l'entrepreneuriat, c'est... Moi non plus, j'aime pas ça. Non, tu vois, franchement l'entrepreneuriat c'est quand même, c'est une rencontre avec toi-même déjà, parce que tu vas faire tellement de choses, tu vas t'étonner par moments. C'est clair. Et puis il y a des moments où tu vas dire, là je suis vraiment à terre. Je pensais pas que j'aurais pu être comme ça, et c'est là où en fait le fait d'avoir investi en toi, tu vas retrouver les ressources qui vont te sortir de ça, tu vois, qui vont te sortir de la merde dans laquelle tu es, donc c'est pour ça que je disais oui, les jeunes entrepreneurs, les réseaux, il faut prendre le bon. Et il faut essayer d'arriver à trouver le juste milieu dans tout ça. Bien sûr. Mais je trouve quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a eu effectivement cette ère, je dirais que là, les 2-3 dernières années, c'était vraiment ça. C'était vraiment sois libre, travaille 2 heures par jour et gagne 5 000 € par mois. Ouais. Et ça, je trouve qu'on a un peu passé ce délire-là, parce que les gens sont quand même pas dupes. Ouais. Et je trouve que maintenant, les gens ont compris que, OK, l'entrepreneuriat, c'est cool, mais par contre, on bosse, mais c'est cool de bosser. Tu vois, il y a un peu la valeur travail qui revient au cœur du truc, et on montre la vérité de les gars, en fait, on arrive à tout ça, tac, 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 mais parce que je bosse 3 fois plus que la moyenne du marché, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je trouve que les gens sont plus OK à se dire OK, je comprends, mais apparemment, quand t'aimes ce que tu fais et que t'as vraiment trouvé ta voie, ça n'a pas l'air si nul de bosser, tu vois, ça a l'air cool. Mais c'est exactement ça, tu vois, c'est ça, c'est le fait d'avoir trouver déjà ce que tu veux faire, qui t'anime un peu quand même, pas juste si t'es entrepreneur pour faire de l'argent, c'est chaud. Ah non, mais change. Non, moi ce que j'aime dire, c'est OK, vas-y, fais-le, mais tu verras dans 2 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Alors que si tu trouves vraiment ton truc, tu vas avoir le plaisir de te lever le matin. Enfin, gagner 5-10K, tant mieux. Mais juste, la plupart des entrepreneurs français, puisque en l'occurrence on est en France, français, ils sont au milieu. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est se lever le matin, être heureux,
pourquoi pas travailler à son compte, bien gagner sa vie, oui et non, parce qu'en fait, juste être aligné avec ce que tu fais, trouver un sens à ce que tu fais, pouvoir manger, payer ton loyer où t'es prêt, faire plus, tant mieux. Mais juste, en fait, faire ça. Te lever le matin et kiffer, peut-être te dire, bah écoute, si ma fille, elle est malade à l'école, je peux aller la chercher. Oui. Des petits trucs comme ça, en tout cas quand t'es parent. Ça, c'est un vrai plus, tu vois. Ouais, et puis, c'est cette liberté, effectivement, cette flexibilité. Et je pense aussi, on oublie de le dire, et moi, j'essaie de le rappeler souvent, tu vois, parce que j'ai souvent beaucoup de femmes qui me disent « Ouais, mais bon, je suis pas sûre d'être faite pour entreprendre. » Mais ça veut dire quoi, entreprendre ? Est-ce qu'on entreprend tous de la même manière ? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Ouais. Enfin, t'as des nanas, elles ont pas envie de travailler plus de 4 jours par semaine et elles vont gagner un revenu qui est très convenable pour elles, pour leur confort de vie. T'en as d'autres qui ont envie de créer des empires et faire des dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. T'en as qui ont envie d'avoir une team, t'en as qui ont envie de rester solo. Tu vois, t'en as qui ont des salariés, d'autres qui ont des freelances. Il y a des milliers, peut-être pas, mais il y a des dizaines de manières d'entreprendre. Tu vois, comme tu as des différentes manières d'être salarié, j'imagine, en fonction de la culture de la boîte, de machin, de truc. Ça veut rien dire, ce truc de je suis pas faite pour entreprendre, mais qu'est-ce que t'en sais, tu l'as jamais fait. C'est ça. Et tu vois, et c'est là où moi je suis pas d'accord. Je suis persuadée, après c'est mon opinion, mais vraiment, genre je suis intimement persuadée que l'être humain a besoin d'entreprendre, pas forcément pour faire de l'argent, tu vois, mais un projet à lui, un truc à lui. Je suis persuadée qu'on est fait pour ça et qu'on a besoin de ça pour être 100% épanoui et heureux. C'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord parce que c'est vrai que, comme tu disais, entreprendre, c'est pas forcément entreprendre comme ce qu'on entend maintenant. Tu peux bien sûr. Juste entreprendre un projet, être dans une association, faire, par exemple, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que bon, maintenant, quand tu dis entrepreneur, les gens c'est un mot qui fait peur. Voilà. Qui fait toujours peur d'ailleurs, je trouve. Oui, c'est ça exactement. Ça fait gros mots, grand. Tu vois. Et puis en plus, tu as l'impression que tout le monde est entrepreneur. Donc, tu sais, tu es un peu dans une masse d'entrepreneurs et parfois, tu te dis, limite, j'ai pas trop envie de dire, tu fais quoi ? Je travaille pour moi. Ah, t'es entrepreneur ? Oui. C'est un peu, des fois, t'as raison. Est-ce que t'as une étiquette un peu, tu fais du bullshit, quoi. Genre, c'est comme. Ah ouais. Tu sais, des fois, il y a tellement d'entrepreneurs que. Et après, être entrepreneur, c'est quand même un truc. Moi, je pense que c'est un truc que tu as. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et au bout de 6 mois, il ne se passe rien. Il n'y a pas de chiffres, il ne se passe rien. Ils lâchent. Ils se disent, en fait, je n'ai pas envie, ce n'est pas pour moi. Si tu as vraiment ce truc d'entrepreneur, 6 mois sans chiffres, sans rien, le fait d'avoir, par exemple, comme ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir investi en toi, tu n'as pas eu de chiffre pendant 6 mois, tu arrives à trouver la force de te dire, je vais continuer, bien sûr, même si je n'ai pas eu de chiffre, parce que c'est le truc, tu l'as là, tu vois. Si tu l'as pas, c'est pas grave, en fait. Tu retournes en salariat, tu trouves autre chose, c'est pas grave. Mais si au bout de 6 mois, tu n'as pas de chiffre, tu lâches l'affaire. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Hein. Tu vas faire des super mois et tu vas faire des mois complètement merdiques. Il faut l'accepter et trouver des solutions pour sortir complètement. De là. Si t'es pas fan de l'idée de trouver tout le temps des solutions et de persévérer, et de cette obsession de dénouer les nœuds, exactement. Tu vois, c'est ça en fait. Mais encore une fois, je pense que c'est lié aussi à est-ce que t'aimes ce que tu fais, tu vois. Si t'aimes bof et que tu fais le truc juste parce que tu voulais être libre et que t'as voulu quitter le salariat absolument, effectivement, ça peut merder, tu vois. Et encore une fois, il y a plein de manières d'entreprendre. T'as des nanas qui vont se lancer, et elles vont cartonner direct. Et cartonner, ça veut pas dire qu'elles vont faire 10 millions de CA, ça veut dire qu'elles vont tout de suite trouver 1, 2, 3 clientes sur le long terme. Et c'est super, et ça roule, et c'est cool. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. C'est exactement ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est être débrouillard. En fait, c'est trouver des solutions tout le temps. Et puis, en fait, si tu n'arrives pas à trouver des solutions, tu mets un petit peu ton ego de côté et tu vas chercher des gens pour t'aider. En fait, c'est juste ça. Parce que entreprendre tout seul, c'est bien. Entreprendre à plusieurs, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est important d'avoir des gens sur qui compter, qui sont plus avancés que toi. Exactement. Il ne faut pas demander l'avis... en tout cas, moi, c'est mon opinion. Je pense, tu vois, il faut éviter de demander l'avis aux gens
qui savent pas trop de quoi on parle, hein, parce que ça peut mal nous orienter. Ouais. Voilà. Ouais. Ou des gens qui sont moins avancés, ou tu sais, parfois on se dit oh là là, elle a l'air de cartonner, etc. Mais est-ce que t'en es sûr? Parce que tu sais, si tu reprends sa strat, parce qu'il y a plein de gens qui, moi je le vois avec nos élèves, tu sais, elles sont persuadées, telle personne cartonne. Est-ce que t'es sûr? Parce que si tu reprends sa strat, ça se trouve, sa strat elle est pourrie et ça marche pas, et elle fait une vente par an et on n'en sait rien. Donc faites attention à ça aussi, tu vois. C'est ça. Des fois on croit que ça marche, mais alors que pas du tout. Alors trouve tes propres solutions à toi, teste et fais tes propres conclusions, tu vois. Exactement. Ouais, mais tu vois, ça encore, c'est les réseaux. C'est qu'on arrive tellement à te faire croire des choses. Mais bien sûr. Avec la bonne vidéo, la bonne image, le bon titre, que tu te dis, ah ouais. Et puis les followers, forcément, dès que tu as. Tout à fait. Voilà. Ça veut rien dire. Oh là là, ça veut tellement rien dire. Tu fais quoi, toi, d'ailleurs, maintenant, Flora, exactement? Même si je sais un petit peu, mais... Écoute, moi maintenant, je suis donc après tout ça, là, après toute cette vague, j'ai fait un peu de création à bijoux parce que j'avais besoin de retoucher un peu à la créa. Ça a duré 1 an, et puis je me suis très très vite dit qu'il fallait que j'utilise tout ce que j'avais appris avec Florette, etc. Mais pour les autres. Donc maintenant, je suis graphiste freelance et de l'aide à la stratégie marketing pour les entrepreneurs, entreprises, agences de marketing. Donc maintenant, je suis de nouveau en freelance, mais pour les autres. Et ça se passe très bien. Je rencontre des profils tellement différents que j'ai vraiment touché à tout. Au niveau des milieux, je touche à tout, mais c'est ce qui fait que j'arrive à m'adapter facilement, très rapidement, aux nouveaux profils que je reçois. Même si j'aime bien sélectionner, parce que j'ai toujours besoin de travailler avec le cœur. Bien sûr. Toujours. Je comprends. J'arrive 100%. pas. Moi, c'est vrai, je vais pas. Je suis désolée, je vais pas mentir, mais moi, je le fais vraiment pas pour l'argent. Alors, évidemment, j'ai besoin de manger, j'ai des enfants, sûr. Etc. Mais ça va pas m'attirer un gros devis si le projet il est tout pété. Hein. Tellement aligné avec toi. Je peux pas. Ouais. Je peux pas. Je l'ai fait. Franchement, c'était une catastrophe de me voir à la maison. T'as pris aucun plaisir, c'était l'horreur. Ouais. C'était l'horreur. J'étais devant l'ordinateur, je peux pas. Et qui fait appel à toi? Est-ce que tu peux nous donner un cas concret de quel type de profil de personne fait appel à toi et qu'est-ce que tu leur proposes exactement? Qu'est-ce que tu fais pour eux concrètement? Par exemple, dernièrement, c'est des lancements de marque, beaucoup. Des personnes qui vont lancer leur marque, qui ont besoin d'une stratégie de lancement, qui ont besoin de réseaux sociaux, de comment ils vont gérer leur image, d'accompagnement sur les shootings, sur les vidéos. Je fais beaucoup aussi pour les agences marketing. Donc là, ça va être du pur graphisme réseau, voilà, pour les marques. Je fais aussi, ce que je disais, c'est de l'accompagnement aussi sur des podcasts, quand par rapport à l'image, le script, comment elles vont vendre leur image, etc. D'accord. Donc j'ai vraiment de tout. Je te dis, ça peut passer de la boîte pièces auto d'occasion à de la gélule pour animaux, à la coach sportive. Franchement, je touche à tout parce que de toute façon, travailler l'image, il n'y a pas de règles en fait. Quand tu travailles l'image de quelqu'un, t'as juste à être aligné avec son histoire, à bien comprendre ce que la personne vend, comment elle le vend, pourquoi elle le vend, et puis après ça suit. Donc c'est que des personnes qui souvent ne savent pas où aller aussi. Comment ça fonctionne. Là j'ai un bon projet, mais je sais pas par où démarrer. Les réseaux, c'est pas mon truc. Je sais pas comment me vendre. Moi, je suis très image de marque, image réseau, image vidéo. Aussi, la manière dont tu vas parler de ton discours, c'est important, de comment tu vas t'adresser à ton audience pour vendre ton produit. Voilà. Tu as surtout des produits, des marques qui vendent des produits? Non, j'ai aussi pas mal de formations. J'ai pas mal de personnes qui vendent des formations. Pareil, ça, j'aime bien sélectionner parce que moi, j'ai un avis très, très tranché sur les formations. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Et des choses où des fois, je pense à tous les étudiants qui sortent d'école et qui n'ont pas d'argent, qui mettent des fois tellement d'argent dans des formations nulles. Oui, il y a de tout. Mais nulles, il y a quoi, à boire et à manger. Alors que vraiment, on a tout gratuitement. Maintenant, tu as de la ressource gratuite avec YouTube, des podcasts, trop bien. Moi, je sais que, par exemple, pour la petite histoire, il y a 1 an, j'étais en vacances, j'étais une période un peu pas top. Je suis partie faire un run. J'ai écouté un de tes épisodes où tu parlais de
d'un de tes lancements qui avait pas trop fonctionné, où t'expliquais un peu avril comment... 2024, je me rappellerai à vie. Voilà. Gravé en moi. Et t'expliquais un peu comment t'avais rebondi. Et tu vois, c'est ces moments-là où ça fait du bien, tu vois, d'entendre des entrepreneurs qui ont eu des moments un peu flop, mais qui arrivent à trouver les clés, les ficelles pour sortir de là. Et c'est de la ressource gratuite, par exemple. Bien sûr. J'ai pas besoin d'aller voir... je vais faire attention à mes mots. Je n'ai pas besoin d'aller payer une formation pour aller voir quelqu'un sur une estrade me dire alors voilà, faut que tu fasses ça pour... Non, en fait, si tu prends le temps de chercher, tu vas trouver des super podcasts, des super personnes qui vont juste te donner des bonnes ressources, des bonnes... la stratégie pour sortir de certaines situations et voilà. Mais oui, donc j'aide certaines personnes qui ont des formations en ligne, ouais. Ouais, non, mais je comprends ton point de vue. Moi, mon discours est un peu plus tamisé. Forcément, on a créé une académie en ligne, on a créé une école en ligne. Et franchement, on est trop fiers d'avoir créé ce qu'on a créé et tout le mal qu'on se donne et qu'on s'est donné pour tout ça, tu vois. Et je suis d'accord que tu peux trouver des trucs pourris, mais je pense que c'est comme sur tout type de marché. Bien sûr. Dans n'importe quel type d'industrie, c'est pareil, tu as des marques de fringues pourries qui sont créées de manière pas éthique, etc. Comme tu vas avoir des formations où il y a des petits jeunes qui se lancent, qui créent du contenu, c'est même pas eux qui l'ont créé, machin, ils vont tourner la vidéo, ils vont le mettre sur une plateforme et c'est plié. Évidemment qu'il faut avoir un peu de vivacité d'esprit pour faire les bons choix, etc. Après, je suis partagée parce que tu as vraiment des personnes qui ont besoin, tu vois, d'être pris par la main. Oui, totalement. Et que tu as beau leur donner des livres, parce que dans les livres aussi, moi je lis énormément de livres, j'ai appris énormément de choses comme ça, c'est comme ça que je suis montée en compétences, etc. Mais si tu n'appliques pas ce qu'il y a dans ton livre au quotidien, à la virgule près, etc., si tu vas pas au bout de ton livre, etc., tu vas rien en faire. Si les podcasts que t'écoutes, après tu refermes ton truc et tu repars à ton quotidien, il va rien se passer. C'est vrai. Tu vois. Et donc je pense que tu as quand même pas mal de personnes qui ont besoin d'être pris par la main, d'être coachées, d'être drivées, les exercices, les deadlines, les machins, et c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Et tu as la majeure partie de la population qui n'y arrivera pas sans ça. Et on le voit, tu vois, c'est exactement ce qui se passe. Et souvent, tu sais, les livres de développement personnel, t'as beaucoup de gens qui vont lire énormément de livres de développement personnel et malheureusement ça va en devenir toxique. Exactement. Parce qu'ils vont lire les conseils, les solutions, les machins, mais eux seront incapables de les appliquer dans leur quotidien. Et t'as toute cette difficulté, mais toi effectivement t'es quelqu'un de très indépendante, t'es quelqu'un de très autonome, donc tu vas savoir te prendre toi par la main toute seule en fait. Et ça c'est énorme, c'est une immense qualité en fait. Et tout le monde n'a pas ça. Ouais, c'est clair, ça je comprends, et c'est pour ça que tu vois c'est important de savoir qui vend la formation. Et en fait, tu vois, c'est sur ça je te rejoins parce que juste tu prends le temps de savoir qui est derrière la formation, de connaître son parcours. Moi, des fois, j'ai des femmes, parce que souvent, c'est des femmes, qui prennent des formations alors qu'elles ont 4 enfants, qu'elles sont seules, qu'elles gèrent plein de choses, mais elles vont suivre la formation d'une fille qui a, je sais pas, 25, 26 ans, pas d'enfants, qui vit à droite, à gauche. Mais tu t'alignes avec quel genre de personne ? Je comprends pas. Je suis d'accord. Oui, c'est la beauté du marketing. Elle te parle c'est pas, fou, hein. Elle connaît pas tes tracas, tes traumas, tes moments où tu dois laisser ton projet de côté parce que l'école t'a appelé ou parce que... Enfin, tu vois, pourquoi tu prends pas juste le temps de savoir vers qui tu vas ? Mais parce que le marketing, c'est incroyable. C'est fou. Tu vois ? Moi aussi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et puis des formations à 4-5 000 euros. Mais je sais que nous, on récupère vachement de nanas. Mais ça m'étonne pas. Et c'est un délire. Je suis là, mais pourquoi n'as-tu pas réfléchi à tout ce que tu viens de dire avant ? Tu vois ? Le marketing, on le connaît quand même, on sait comment ça fonctionne. Bon, soyons un petit peu... Voilà. Mais par contre... c'est la force du marketing. C'est ça. C'est incroyable. Mais comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il se passe quelque chose où les gens commencent à être un peu plus alignés. Moi, je le vois aussi. À comprendre que, tu vois, ces mantras TikTok, Instagram, sur les formations, la manifestation, l'abondance, tout ça, il faut peut-être aller un peu plus loin que tout ça, tu vois, parce que ça va au-delà. Il faut. Moi, nous, on le voit, on a vraiment... des personnes qui ont besoin d'avoir confiance plus tu vois, genre, et de faire un truc sérieux et franchement, et moi ça me plaît parce que c'est le type de personnes que j'aime et qui me parlent, tu vois, des femmes conscientes. Exactement, tu vois, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui est important. Bon, en tout cas, Flora, t'as un petit mot devant toi qui n'est pas de moi,
mais en fait, il y a un petit rituel dans le podcast. C'est que chaque invité écrit un petit mot à la suivante sans savoir à qui elle s'adresse. D'accord. Donc, le voici, je t'invite à le découvrir, à le lire et puis à y répondre si c'est une question. Et tu sais qui t'a écrit ça? Parce que toi et moi, on est à peu près de la même génération. Donc, c'est marrant quand même. C'est Natacha Saint-Pierre. C'est vrai? Ouais. Trop marrant, non? Ah, mais tu m'as dit ça, j'ai pensé à des soirées directes. Quelle femme inspirante aimerais-tu avoir comme meilleure amie? Et je trouve que sa question est géniale parce qu'on se disait ça hier, on a souvent les mêmes questions qui reviennent. Ouais. Et celle-là, elle n'a jamais été posée, donc je trouve ça trop cool. Oh là là, mais là, c'est super dur. En plus, elle t'a mis 3-4, je crois. Donc c'est pas évident. Oh là là, mais cite-nous en 15, Flora. Y a des femmes que je suis, que je trouve apaisantes et qui ont une façon de parler. Là, tout de suite, je sais pas parce que c'est un podcast que j'écoute souvent et je la trouve très alignée, et même dans tout ce qu'elle raconte, elle parle autant de l'entrepreneuriat que du bien-être, etc. C'est Clotilde Dussolier, je sais pas si tu vois. Oui. Beaucoup trop sous-cotée, Clotilde, je trouve. Et j'aime bien. Tu vois, elle est un peu comme toi. Je trouve que c'est important dans les podcasts, cette voix calme. Tu vois, oui, ouais, bah mais ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. Parce que la plupart du temps, on vous écoute. Surtout en fonction du sujet, quoi. Voilà, tu vois. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup. Après, si on part sur des personnes peut-être un peu plus connues, oh là, mais ça fait vraiment ou des hommes. Qui, ça peut être aussi des figures masculines. On a le droit de changer la question. Mon mari va me dire t'abuses, mais bon, je suis un peu cliché, mais j'aime beaucoup Denzel. J'aime beaucoup dans sa façon d'être, mais c'est très cliché quand même. Mais après, c'est vrai que j'ai pas. T'as pas. Non, parce que je crois que je m'inspire de beaucoup de femmes autour de moi, tu vois. Quand je te disais tout à l'heure, j'écoutais ton podcast à un moment où j'étais dans une période où je me posais des questions, bah tu m'as inspiré à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, j'en ai beaucoup. Moi, j'en ai plein. Mais c'est peut-être parce que, tu vois, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les réseaux, c'est mon travail, mais je suis pas beaucoup sur les réseaux. Je suis pas beaucoup sur... Ouais, mais tu sais, genre des actrices... Moi, tu me demandes ça, je dis, déjà, je veux être meilleure amie avec Eva Longoria. Voilà, si tu m'entends, Eva Longoria, je suis là. Mais tu vois, même si je la trouve super, c'est vrai que, tu vois, j'aurais pas pensé à elle, mais je pense plus à des personnes peut-être plus dans l'ombre, tu vois. Ouais, je comprends. Mais non, j'ai pas spécialement. C'est nul. Mais c'est pas grave, Flora. J'ai vraiment pas de. Je suis juste hyper déçue, triste. Non, mais c'est vrai que je comprends parfaitement. T'as plein de gens. Moi, mon conjoint, il est un peu comme ça. Genre, il est pas du tout fan. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais, il est pas du tout dans ce délire. Et je lui pose cette question, il me dit personne. Tu vois. Non, c'est pas personne, mais c'est surtout en fait peut-être t'as pas de personnes. Oui. T'as pas des personnes que tu mets sur des piédestals de dingue. T'es ouverte à plein de personnes. Voilà, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Donc, t'inquiète. Et à part Eva Longoria, t'as qui d'autre? Plein, j'en ai 10 000. Oprah Winfrey. T'as des hommes ou pas? Non. I don't like men. Je rigole. Non, si, moins. C'est vrai, moins. Je suis surtout vachement inspirée par beaucoup de parcours de femmes qui ont fait des trucs de dingue et qui ont une espèce de, je sais pas, de force intérieure qui se ressent. Et parce que, je sais pas, ça... Si tu veux, c'est souvent au début quand j'ai lancé mon podcast et que j'ai interviewé que des femmes, on m'a dit mais pourquoi t'interviews que des femmes et pas des hommes? Mais je peux pas l'expliquer. Genre c'est comme ça, c'est en moi, je vibre pour ça, je vibre pour l'émancipation des femmes. C'est quelque chose que j'ai en moi et je pense que ça vient de mes grands-mères. Enfin bref, ça doit venir de plus loin, tu vois. Mais oui, il y a plein d'hommes inspirants, il y a plein d'hommes qui construisent des choses de dingue. Mais après c'est mon point de vue, je trouve qu'il y a moins ce côté, je sais pas. T'as moins l'impression que c'est des guerrières. C'est que je me trompe. Non, c'est totalement. Mais c'est ça. Il y a moins cette force où tu te dis putain, elle a fait des trucs. Parce qu'il y a eu moins de barrières. Ouais. On va pas se mentir. Bah ouais, exactement. C'est tout. Hein. On revient quand même de loin et on a dû s'affranchir de beaucoup de choses et aller au-delà des règles pour pouvoir s'émanciper et se faire écouter. Donc il y a peut-être plus ce truc qu'on porte en nous malgré nous, tu vois, même si on l'a pas vécu nous. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça que je ressens. Ouais. Plus de... Ouais, je sais pas, c'est comme ça. Mais oui, plein, franchement. Moi,
J'ai tellement de modèles inspirants, de femmes qui m'inspirent pour X raisons. J'aime beaucoup aussi les femmes qui arrivent à rester hyper féminines, hyper envoûtantes, tout en étant des espèces de guerrières, warriors, et qui construisent des trucs de dingue. Ouais. Ça, j'adore. Un vrai travail, ça. Ouais, un vrai travail. Ça, je trouve ça fou. C'est vraiment, Parce que souvent, quand tu deviens entrepreneur ou que tu réalises des choses vraiment incroyables, c'est un petit peu comme si ta part de féminité s'en allait, tu vois. Moi, j'ai ressenti ça à un moment donné. Je suis totalement d'accord. Tu vois, voilà. Tu sais plus, est-ce que je suis une femme ? Enfin, est-ce que j'arrive quand même à avoir cette part de féminité, de sensualité, etc., que j'ai envie de garder ? Ou est-ce que je me suis transformée en une espèce d'entrepreneur tout en restant femme, tu vois ? C'est bizarre. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses qui ressentent ça. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors, est-ce que c'est pas parce que on a pris aussi... alors, il y a eu aussi des grosses claques, et puis tu prends un peu les rênes sur tout. Donc, et puis, t'es dans un milieu où tu rencontres aussi beaucoup d'hommes, où il y a des moments où tu vas être obligé d'avoir une posture un peu plus masculine. Ouais. On va pas se mentir, parce que en fait, sinon, tu te fais un peu marcher dessus, ou on te prend de haut, donc tu es obligé d'être un peu plus... voilà. Donc, c'est une posture que tu prends après tout le temps. Et après, il faut retrouver ce côté féminin. Je pense que c'est un travail que tu fais au fur et à mesure des années, et puis après, ça repart. Mais c'est pas facile quand tu es entrepreneur. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme dernier conseil, parce qu'on arrive à la fin de cet échange, à toutes les auditrices qui sont comme toi, qui écoutent des podcasts, comme nous toutes. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, justement, toi qui connais l'entrepreneuriat, qui a connu des hauts, des bas, des très hauts, des très bas en plus, parce qu'elles ont peur, elles ont hyper peur de se lancer, et pourtant elles en ont grave envie. Ça brûle au fond de leur bide. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Je pense que déjà, il faut se lancer. Faut tester, faut pas avoir peur d'y aller, mais de prendre le temps de savoir si vraiment cette idée, c'est ton idée, ou c'est l'idée que tu as vue à droite à gauche et tu te dis, je vais y aller. Tu le fais pourquoi ? Est-ce que tu le fais avec ton cœur, ou est-ce que tu le fais pour gagner de l'argent, ou juste sortir de ton CDI ? C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Prends le temps d'écrire, de savoir où tu vas, où tu as envie d'aller. Est-ce que tu as juste envie d'impacter, ou est-ce que tu as juste envie de vivre de ta passion ? En fait, le temps de se poser des questions. Te lance pas comme ça du jour au lendemain. Prends le temps de te poser des questions. Entoure-toi, si tu peux t'entourer. Entoure-toi, si t'as la possibilité de le faire. Et puis vas-y, il faut pas traîner, parce que les choses passent. Et puis, à force d'attendre, tu fais pas. En fait, quand ça fait 10 ans que tu veux lancer ton idée, c'est que tu la lanceras pas de toute façon. Faut pas se mentir. Si par contre ça fait plusieurs mois, 1 an, vas-y, faut y aller. Faut pas avoir peur, en fait. Dans tous les cas, tu trouveras toujours des solutions pour rebondir si ça fonctionne pas. T'as quitté ton CDI, mais il y en a d'autres. Si ça marche pas, t'auras d'autres occasions de rebondir. Les enfants, si tu as des enfants, c'est pas un frein. Faut pas avoir peur de ça. Tu leur donneras toujours à manger. Ils seront toujours heureux. Il n'y a pas de souci sur ça, mais il faut se lancer. En tout cas, si tu crois en ton idée, lance-toi et n'attends pas. Trop bien. Merci beaucoup, Flora. Merci pour ton temps. Et ravie de t'avoir entendu au micro des locomotives. Merci à toi, Sandra. Salut, Flora.